Hello! Les balades d'Isa avec Jésus Hurtado, chef cuisinier rayonnant sur le département de la Gironde. Conseils et recettes tous les jours sur France Bleu Gironde avec ma pomme et à la tête d'ateliers culinaires intervenant pour de grands événements et bien plus encore. Jésus a plus d'une corde à son arc. Je vous propose de rencontrer chef Jésus Hurtado en version off dans les balades d'Isa. Bonjour, Jésus Hurtado. Bonjour Isabelle Wagner. Ferme les yeux, Jésus. Ok, je ferme les yeux. Imagine, Tu me fais faire un truc que je déteste. imagine une croix. Une croix, oui. Tu vois où je veux en venir avec mes gros sabots? Exactement, oui. À On ton est quoi, en haut d'une prénom. montagne? Pourquoi tes parents t'ont prénommé Jésus? C'est quand même fort de café, si je peux me permettre. Ouais, Tu c'est peux très... rouvrir les yeux. C'est bon, je peux rouvrir les yeux. Parce que là, j'étais sur la montagne, le calvaire, la croix. Ouais, Jésus, c'est un prénom qui a un poids, mais qui est énorme. Et que je mesure même tous les jours encore. J'ai longtemps cru qu'ils étaient branchés un petit peu catho ou religion, même si on n'allait pas forcément à l'église et à la messe. Faut savoir que j'ai aussi un frère qui s'appelle Juan Manuel, donc Jean Emmanuel. Donc Emmanuel, c'est aussi très rapproché de Jésus. J'ai un autre frère qui s'appelle Christophe. Donc dans Christophe, il y a Christ. Donc j'ai cru que c'était une espèce de trilogie et je me dis finalement comme moi je suis entre Jean-Manuel et Christophe, Jésus au milieu de tout ça c'était plutôt sympa. Et puis je crois que j'ai jamais demandé l'origine de mon prénom. Après j'ai souvent pensé qu'effectivement comme je suis d'origine espagnole, Jésus en Espagne c'est un prénom ultra courant. Il y a plein de gens qui s'appellent Jesus. Et alors il y a une vraie histoire qui est liée à mon papa que j'ai appris. Je me souviens, on était à Saragosse, on était dans des petites ruelles en train de se balader avec les cousins. Vous allez voir, parce que c'est une anecdote qui m'a un petit peu mis en colère quand même un petit peu, et vous allez comprendre pourquoi. Et on est dans ces ruelles, on cherchait des bars à tapas, parce qu'à Saragosse, il y a un quartier comme ça très sympa. Et puis je tombe devant une devanture d'un coiffeur. Peluqueria, ça veut dire coiffure, chez Jésus. Voilà. Et je dis à mon père, je dis, ah regarde, c'est marrant, il y a un coiffeur qui s'appelle Jésus. Et là, mon père me dit, ah oui, oui, mais moi j'avais un copain coiffeur à l'armée qui s'appelait Jésus. Et mon père me sort tout de go, d'ailleurs c'est pour ça qu'on t'a appelé Jésus, en souvenir de ce bon pote à l'armée. Voilà. Et alors pourquoi ça m'a mis en colère? Parce que je me suis dit, je sais pas si mes parents se sont rendus compte du poids du nom qu'ils m'avaient donné. Alors on remet dans le contexte, hein, mes parents sont arrivés en France à l'âge de 25 ans, ils devaient repartir, hein, ils étaient en France pour le boulot pour quelques années. Je suis né en France, je crois que j'étais pas forcément prévu à ce moment-là. Et donc ils m'ont appelé Jésus, mais pensant que l'année d'après, ils retournaient en Espagne. Donc a priori, il n'y avait pas de problème avec mon prénom. Voilà. Sauf qu'ils ont décidé de faire leur carrière en France. On est resté, donc je suis quand même un petit espagnol qui s'appelle Jésus et qui est né à Angoulême. Et je peux vous dire que dans une cour d'école, quand on vous appelle, je me souviendrai toujours en sixième, quand le directeur fait l'appel et que c'est votre tour, on appelle les sixièmes A, et qu'on arrive à mon tour et qu'il appelle Jésus Hurtado. Et là, on entend comme un bruit qui parcourt toute la foule. Et là, je me dis, j'ai l'impression d'être dans une arène, je vais me faire trucider. Et pas louper, première récré, et ben, j'avais la totalité, 600 élèves qui me cherchaient. Qui est ce Jésus dans la foule? Donc c'est assez cocasse. Là, j'en parle en rigolant, mais ça a été quelque chose d'ultra dur. Ce qui fait que dans la même journée, tenez-vous bien, je me retrouve dans le bureau de la directrice qui me dit, on a un problème. Parce qu'évidemment, tous les pions et les surveillants avaient relaté l'événement. Et donc, à partir de là, elle me dit, est-ce que vous avez un deuxième prénom? Parce que ça peut être la solution. Alors, il faut savoir que mon deuxième prénom, c'est Joaquin, qui est le nom de mon parrain. Et je me dis, alors, Joaquin, est-ce que c'est pire? Est-ce que c'est moins pire? Est-ce que ça va le faire? Et là, bizarrement, comme un éclair, je dis, oui, mon deuxième prénom, c'est Frédéric. Ce qui est absolument faux. Et elle me dit, eh ben très bien, on va vous appeler Frédéric Hurtado. Voilà, donc premier jour de 6e A, j'arrive inscrit Jésus Hurtado, et le lendemain, je retourne au collège,
et je m'appelle Frédéric Hurtado. Voilà. Alors mes parents, ça a fait tout un pataquès parce qu'il était hors de question que je change de prénom. Et finalement, de la sixième à la troisième, tous mes bulletins d'inscription, tout est au nom de Frédéric Hurtado. C'est incroyable. Alors, Ouais, Jésus sans c'est... S à la fin, c'est ça? Non, c'est Jésus avec un S, hein, ça s'écrit en Espagne, c'est J-E-S avec un petit accent sur le U et un S. Alors je sais pourquoi vous faites référence à Jésus sans S, ça n'existe pas. Ça c'est Facebook qui me fait un petit tour de Trafalgar. Effectivement, j'ai un compte perso qui s'appelle Jésus Hurtado et Facebook refuse de me donner le S. Et à chaque fois que je réclame mon S, vous voyez, c'est marrant avec ce prénom, hein, je me le traîne au quotidien, Facebook me répond par un message lambda hein, qu'il doit envoyer instantanément, en disant que mon prénom a une connotation religieuse et que je ne peux pas l'utiliser sur Facebook. Voilà, c'est quand même cocasse. Donc c'est Hurtado, Jésus avec U, mais mon nom du coup a une faute d'orthographe. Jésus Hurtado, en version off, dans les balades d'Isa. Ce dont je m'aperçois, c'est que tu me vois. Alors, c'est assez rigolo parce qu'on travaille ensemble tous les jours à France Bleu Gironde. On fait une émission ensemble et à l'antenne, on se vous voit alors que normalement, on se tutoie. Et là, tu as le réflexe qui revient et tu me vois. C'est drôle. Alors, c'est le côté pro, effectivement, parce que à l'antenne, on est un peu schizophrène, effectivement. On se tutoie hors micro et on se vous voit à l'antenne. Enfin, comme quoi, finalement, on a le dress code du travail. Qui nous poursuit toujours un petit peu. Frédéric Hurtado, ça a fonctionné au collège. Je suppose que si on remonte à la primaire, bon, il n'y avait pas trop de soucis. Pas de soucis pour une raison principale, c'est que je suis arrivé dans une école communale en CM1 parce que papa et maman avaient décidé de construire à côté d'Angoulême. Et on est arrivé dans une petite école communale. Et je me souviens, Madame Arlot, qui a été ma première instite, a dit « Tu t'appelles Jésus, en fait tu t'appelles Jesus ». Elle était très fan de l'Espagne. Et donc elle a expliqué à toute la classe que voilà, j'avais un prénom espagnol. Et en fait, tous mes copains m'ont appelé Jesus. Donc il n'y a pas eu de souci avec cette connotation de dire... Parce que quand on prononce le mot Jésus, enfin voilà, ça... c'est quand même, comme tu disais, c'est fort de café. Voilà, donc ça a été Jesus. Et après, évidemment, arrivé en sixième, bon, il n'y avait pas l'instit qui était là. Hein, le collège, ça déglingue un peu. Hein, on sort d'une petite école communale et puis on arrive dans une grosse machine. Et là, voilà, là est apparu Jésus. Et Oh, c'est beau oui, ça! c'est ça, un petit peu. Et les vrais problèmes avec mon prénom, ils ont commencé là. Et après, en seconde, j'ai récupéré au lycée à Angoulême. J'ai récupéré mon prénom parce que là, je me sentais aussi beaucoup plus fort par rapport à ça. Et puis que j'avais envie, je dis bon sang de bois, je m'appelle Jésus, je m'appelle pas Frédéric, quoi. Faut arrêter les bêtises. Donc, tu as pris confiance en toi au collège grâce à ce second prénom Frédéric qui est arrivé comme ça de manière inattendue. Et ensuite, tu as repris ton prénom Jésus. Ça veut dire que tu étais assez fort pour l'assumer, ce prénom? Oui, je pense que c'était ça. T'arrives en... Alors le lycée, c'est encore une autre étape, mais c'est moins compliqué que le collège. Et puis j'avais tous mes potes. Il y avait pas de raison. Je me disais, je suis plus un bleu, quoi. Je suis pas un petit bleu. Tu sais, quand tu sors de troisième, tu te sens invincible. Tu pars pour le lycée, tu vas préparer ton bac. Enfin, moi, c'est des souvenirs merveilleux. Et là, effectivement, quand il s'agit de faire l'inscription, alors ça a posé problème parce que d'ailleurs au lycée, on me trouvait pas. En fait, il y avait un Jésus et un Frédéric, mais qui avaient le même nom de famille. Alors les gens me disaient, on a dû vous confondre avec votre frère. Je dis non, mais Frédéric, c'est moi. Alors oui, c'est assez. Ça aurait pu même poser beaucoup plus de problèmes administratifs, mais voilà, touchons du bois, ça n'en a pas posé. Oui, parce que sur le bulletin scolaire, tu as les deux prénoms ou pas? Non. Sur les bulletins de sixième, c'était Frédéric Hurtado. Alors après, ils ont switché sur le dossier pour pas qu'il y ait de problème avec le rectorat. J'ai bien un baccalauréat et des diplômes qui sont estampillés Jésus Hurtado. Il n'y a pas de souci. Et dans ta vie professionnelle, est-ce que ça t'a posé un souci aussi? Parce que la vie professionnelle, c'est un petit peu la réplique de la vie sociale en établissement scolaire. Je pense que ça passe pas comme une lettre à la poste parce que je mets au défi, on peut se mettre dans plein de situations et on dit, voilà, je vous présente Jésus, Jésus va prendre la parole. Je mets au défi que ça laisse vraiment les gens impassibles. C'est pas possible. Je pense que c'est un nom Enfin voilà, Jésus, c'est le Christ, c'est la religion. Enfin, on est en France, tout le monde connaît ce prénom-là. Et
Je me demande si j'en ai pas fait une force quelque part. Par exemple, j'ai été président d'une asso qui défend le droit des étrangers à Bordeaux pendant pas mal d'années. Je suis arrivé bénévole et puis voilà, je suis resté 10 ans, donc j'ai pris la présidence sur les 3 dernières années. Et quand tu commences une assemblée générale où il y a une quarantaine de personnes et que, bah, évidemment, en tant que président, tu dois présenter l'assemblée, l'ordre du jour, etc. Et qu'il y a forcément des inconnus et tu dis, voilà, bonjour, je m'appelle Jésus Hurtado, je suis le président de l'ASTI. Et là, tu entends comme une espèce de murmure. Tu sais, c'est le même murmure que la cour d'école en 6e. Ça reste tout le temps. Ça discute. Les gens, ils ont entendu. Il s'appelle Jésus, c'est quoi cette histoire? On en avait fait un truc rigolo parce qu'à chaque fois, je disais, bon, je vous entends là, tous, là, oui, effectivement, Jésus, ça vous interpelle. Et du coup, tu en fais un rebond, en fait. Tu te dis, oui, bah, je porte un prénom espagnol, mais effectivement, je suis en France. Alors, j'ai l'habitude de dire que quand je me balade dans la rue, si quelqu'un me croise et qui me connaît, tu vois, de loin, et qui dit oh Jésus! Si je suis en France, je me retourne pas, mais par contre tout le monde se retourne. Si ça se passe dans la même rue en Espagne, je me retourne parce qu'évidemment c'est mon prénom, et les gens dans la rue se retournent pas parce que quelqu'un qui crie oh Jésus dans la rue en Espagne, ça ne dérange personne puisque c'est un prénom aussi banal que Christophe, Frédéric, Martine ou Valérie. On est dans le sud-ouest. Imagine si tu étais En Alsace? en Alsace ou dans le nord. J'y ai pensé. Je crois que ça aurait été encore pire. Là, on a de la chance. On n'est pas loin du Pays Basque, donc Pays Basque français, mais aussi Pays Basque espagnol. Donc, d'ailleurs, quand je dis aux gens, je m'appelle Jésus, il y a beaucoup de gens qui me font la réflexion. Ah non, vous vous appelez pas Jésus. Alors je me dis bon, ça y est, on recommence avec une histoire de prénom. Vous vous appelez Jesus. Effectivement, ils veulent le prononcer à l'espagnol. Ce que je peux comprendre aussi. Alors les gens me demandent comment il faut t'appeler. Je lui dis, bah, tu m'appelles Jésus si tu as envie de l'utiliser à la française et tu m'appelles Jesus si tu as envie de le prononcer à l'espagnol. C'est aussi simple que ça. Jésus Hurtado, en version off, dans les balades d'Isa. Tu m'as dit, en préparant ce podcast, Cet échange, ouais. je suis toujours un enfant au fond de moi. Ça veut dire que ton enfant, que certains ont perdu, hein, tu le tiens par la main, cet enfant? Alors, Tu l'as jamais lâché? Je sais pas si je le tiens par la main. J'ai plus l'impression que je suis une personne qui n'a peut-être pas réussi à devenir un adulte. Ça veut pas dire que je fais n'importe quoi, hein. On parlera de tout mon parcours professionnel un peu plus tard, mais quand j'étais petit, c'est vrai que je badais les adultes. Enfin, je les regardais comme des grandes personnes et j'avais vraiment une admiration envers les grandes personnes, même si j'étais entouré de plein de potes, à Angoulême, dans la campagne, on a fait les 400 coups, les cabanes dans les bois, enfin voilà, on était toute une bande de joyeux lurons. Vers les 13-14 ans, j'étais dans un club photo, j'étais dans un club vidéo, j'avais plein d'activités dans le village où j'étais, et tous ces clubs, ils étaient dirigés par des grands. C'est comme ça que j'ai découvert par exemple le monde de la politique, avec des adultes, à l'époque c'était la génération Mitterrand, qui parlent de la droite, qui parlent de la gauche. Je comprenais pas, donc du coup j'étais très curieux de ça. Et quand je te dis que je badais les adultes, c'était vraiment ça. Je me disais, mais ces adultes, c'est un puits sans fond, quoi. C'est une source de connaissances, de culture. Même si, voilà, sans renier ce qui se passait chez moi, à la maison, nous on est plutôt d'un milieu paysan, ouvrier. Alors ça n'empêche pas d'apprendre la politesse, les bienséances et les belles règles de la vie. Mais chez moi, tu vois, il y avait beaucoup moins de culture. Il y avait pas, par exemple, chez moi, il n'y avait pas de musique, il n'y avait pas de magazine, il n'y avait pas de livres. On parlait de la vraie vie, voilà, on allait au jardin, ça c'était génial. Ma mère cuisinait. Tu comprendras pourquoi après, hein, la cuisine, c'est quand même quelque chose d'important dans ma vie. J'en ai fait mon métier. Cette connaissance, je l'ai trouvée chez les autres, chez les parents de mes copains. Et donc c'était toujours cette recherche. Et quand aujourd'hui je me dis, ah mais zut, maintenant j'ai 50 balais, donc je suis un adulte, et tu vois, il y a deux images qui collent pas l'une sur l'autre. C'est-à-dire, je me dis, mais non, je suis pas un adulte en fait, je suis toujours cet enfant qui bade les adultes parce que j'ai toujours envie d'aller chercher cette connaissance. Et je crois que c'est ça qui m'anime en fait, hein, c'est ça qui va... Alors non, je pense pas que je lui tiens la main à ce gamin, parce que j'ai pas besoin de lui tenir la main, en fait il est toujours là, quoi. Jésus Hurtado, en version off, dans les balades d'Isa. Est-ce que tu étais un enfant turbulent? Est-ce que tu as, par exemple, fait une grosse bêtise que tu n'as jamais eu le courage d'avouer à tes parents? Une grosse bêtise que j'ai jamais avouée. Non, je pense que j'étais pas chiant. Non, mais dans le sens où maman, elle me dit, mais alors, toi, c'est marrant, t'as jamais fait de crise d'adolescence. Alors, pour rigoler, je lui disais, fais gaffe, ça peut venir après. J'ai traversé les différentes étapes comme ça.
Alors, je vais pas dire comme une lettre à la poste, hein. On a tous des étapes de sa vie, on se pose des questions. Je me souviens de mon arrivée à Bordeaux, hein, pour faire mes études. C'est encore une épreuve, hein. On quitte le monde du lycée. Surtout que moi, j'ai fait le choix de venir à Bordeaux alors que tous mes copains partaient à Poitiers. Parce que j'avais mon frère à Bordeaux et puis parce que c'était une ville qui m'attirait. Regarde, c'est encore une ville où je suis resté, hein. Ça fait plus de 30 ans. J'étais un gamin plutôt relax. Je pense pas les avoir embêtés plus que ça. J'avais caché un truc, mais parce que là j'avais fait une connerie, mais je m'en voulais à moi personnellement parce que j'aurais pu me faire tirer les oreilles et je pense que j'aurais pu me faire très mal. Quand papa et maman donc ont fait ce choix d'aller dans la campagne du côté d'Angoulême, donc évidemment on a acheté un terrain, on a construit, papa est maçon de profession, donc on a construit le pavillon ensemble. D'ailleurs c'est une maison où il séjourne encore aujourd'hui. Et papa avait décidé, en Espagne on récupère toujours la flotte, hein. Donc papa avait décidé de faire une citerne qui est sous la terrasse principale de la maison. Donc elle était déjà construite et papa avait mis une espèce de plaque de tôle dessus avec des planches. Il se trouve que c'est un terrain argileux. Tu vas voir, c'est marrant, ça fait longtemps. Je crois que j'ai jamais parlé de ça. Et ça a un rapport avec la cuisine, tu vas comprendre pourquoi. Dans ce terrain argileux, il y avait de la terre glaise. Et moi, avec la terre glaise, je faisais des croissants, des chocolatines, je modelais des trucs. Ah, c'est marrant, tu vois, je me souvenais même plus de ça. Et donc, du coup, je faisais mon petit bordel là, à mouler ma terre. Et parce que du coup, j'aimais bien jouer à la marchande, je montais des boutiques, des machins. Tu sais, on a toujours voilà, des jeux imaginaires. Et j'avais eu besoin de planches pour mettre mon étal. Et comme un idiot, j'ai pris les planches qui étaient au-dessus de la plaque. Je crois qu'à un moment, maman m'a appelé. Et moi, je me suis levé et j'ai commencé à partir vers la cuisine. Sauf que j'ai marché sur la plaque et il n'y avait plus les planches. Donc, je suis tombé de presque 2,10 m de haut dans cette trappe. Donc, je me suis retrouvé au fond de la citerne. Donc, heureusement, il n'y avait pas d'eau. Elle n'avait pas été remplie parce que là, je ne veux même pas imaginer. Je pense que je me serais noyé. On ne serait pas en train de parler en ce moment. Et je me suis retrouvé au fond. Et je me souviens avec maman qui m'appelle. Et alors là, tu sais pas où tu puises la force. Je suis remonté comme un V2 parce qu'il y avait des marches, papa avait fait des marches en fer le long du mur. Je suis remonté comme un V2, ni vu ni connu. J'ai remis la plaque, j'ai remis les planches. Je suis arrivé dans la cuisine. Écoute, j'ai rien eu parce que de souvenirs, on m'a pas emmené chez le médecin. J'ai jamais raconté cette histoire à mes parents. Je crois que je leur ai balancé ça un jour sur la terrasse. Où j'avais 30 ans, on était en famille et que papa a dit, on parlait de la citerne et j'ai dit, ah bah tiens, vous savez pas, cette citerne, je crois que quand j'avais 11 ans, je suis tombé dedans. Les parents, je crois qu'ils étaient sur le cul parce qu'ils n'avaient jamais entendu parler de cette histoire. Et ouais, je crois que c'est un truc que j'ai caché parce que je pense que j'avais fait une telle connerie, j'avais tellement peur de me... En fait, je crois que j'ai eu plus peur de me faire engueuler que la peur que j'ai pu avoir d'être tombé là-dedans. Après, bon, tu vois, je sais pas s'il y a une âme ou un ange qui m'a protégé, qui avec ses ailes m'a permis de pas tomber trop vite. Mais ouais, j'ai fait une sacrée chute, quoi, quand j'y repense. Bon, et après, j'ai continué à jouer avec la terre glaise et tout ça, mais du coup, je peux te dire que je faisais... Il y avait plein de planches sur la plaque après. Ouais, donc ouais, c'est peut-être le truc que j'ai caché pendant longtemps. Bah, dis donc, ta vie était presque en péril, hein, sur une anecdote comme celle-ci. Non, là j'aurais pu me tuer, oui. Ah ouais. Oui, oui, là j'aurais pu me tuer. Bah la vie est comme ça, hein. Il y a peut-être plein de choses où, tu vois, t'as failli tomber d'une falaise ou faire un truc qui fait que t'aurais plus être là, plus de ce monde. Mais bon, voilà, écoute, ça s'est passé autrement. J'aimerais que tu me parles d'une senteur de ton enfance, de cette période-là. Ensuite, un air de ton enfance, une mélodie de ton enfance. La senteur. C'est quelque chose de super compliqué que tu me demandes parce que. Alors, c'est pas compliqué de trouver, je vais t'expliquer pourquoi c'est compliqué. Parce que là, tu vois, ça fait des pirouettes dans mon cerveau. Parce que quand tu me demandes un truc comme ça, bim, c'est comme quand les gens ils me demandent une recette. Enfin, tu vois, c'est pas. T'appuies sur un bouton et t'as le truc. Des senteurs. Alors, il y en a une, bah tiens, on va en prendre une parmi tant d'autres. Maman, elle cuisinait énormément. Et quand les journalistes me posent des questions par rapport à mon métier, je leur dis non, je tournais pas à la cuillère en bois. J'allais pas lécher les cuillères de maman dans la cuisine parce que. Pour tout te dire, j'adorais être à table, mais je détestais les odeurs de cuisine. Et tu sais pourquoi je détestais les odeurs de cuisine? Parce que quand on était petit, donc ça cuisinait dans la cuisine, et la porte était toujours ouverte. Et les portes de nos chambres étaient ouvertes. Et en fait, ce qui nous réveillait, souvent le matin, en vacances ou le mercredi matin, parce qu'on traînait un peu au lit, c'était les odeurs de cuisine. Et je détestais vraiment que ça sente la cuisine dans ma chambre. C'était un truc qui me mettait... Encore aujourd'hui? Ouais, aujourd'hui encore. C'est un truc qui me mettait dans une colère monstrueuse. C'est-à-dire que pour moi,
ça devait sentir bon dans la cuisine, mais ça devait pas sentir bon dans la chambre, tu vois. C'est un autre endroit, ou dans la salle de bain, ou ailleurs dans la maison. Je me souviens, j'étais petit, le que casse-bonbon, parce qu'elle devait se dire, mais qu'est-ce que c'est que cet emmerdeur de fils? Et j'allais, je lui disais, mais tu peux pas fermer la porte de la cuisine, donc je fermais la porte. Et j'aérais ma chambre, voilà. Mais après, je me dis, qu'est-ce que j'ai été bête, parce que ces odeurs de cuisine, tu vois, d'oignons qui sont en train de rissoler, qui sont des odeurs ultra simples, hein. C'est des odeurs de vraies choses que tu mets dans des poêles et que, bah, tu vois, encore, ça me fait saliver, ça me donne faim. Après, non, il y a une autre odeur, mais qui est liée au voyage, et c'est, ouais, petit, ça c'est chez ma grand-mère. Je disais toujours à mes parents, on est des enfants déracinés, c'est-à-dire que mes parents, ils ont fait le choix de quitter l'Espagne pour venir en France. C'est tout à fait louable, hein. Ils avaient des raisons de travail, tu vois, à 24, 25 ans, ils avaient envie de refaire une partie de leur vie ailleurs. Et nous, on est nés en France, on nous explique qu'on est d'origine espagnole, qu'on a des parents espagnols. Moi d'ailleurs, ils m'ont parlé espagnol, donc j'ai un dossier scolaire où sur mon dossier maternel, il y a marqué enfant qui parle moitié espagnol, moitié français. Avec genre trois petits points derrière, donc genre, je sais pas, est-ce que je suis un cassos ou qu'est-ce qui se passe? Et j'en ai toujours fait une espèce de complexe d'infériorité. Je me dis, ouais, mais moi je suis un fils d'espagnol. Donc tu vois, les copains, c'est des fils de français, c'est des vrais français. Ils parlent de racines, ils parlent d'attachement à la France, ils parlent de leur grand-mère, de leur grand-père. Ce week-end, j'étais chez mon grand-père. Moi, je peux pas dire ce week-end, j'étais chez ma grand-mère. On est à Angoulême, ma grand-mère, elle est à 1600 bornes, elle est à Cordoue. Tu vois, donc tu peux pas dire ça. Alors par contre, on y allait en vacances, donc c'était le périple, hein. On nous mettait tous dans j'allais dire pas dans la 4L, mais on nous mettait tous dans la Renault 20, la Renault 21, la Renault 25. On a eu toutes les Renault à la maison. Et puis on partait, on faisait l'Espagne, enfin Angoulême, Tarragone, Alicante, Cordoue, Almeria. Et puis après, on faisait le même sens dans le sens inverse. Donc on se tapait 3000 bornes, on voyait tout le monde. Et chez ma grand-mère, la seule odeur que j'avais, il y a un endroit, on va parler d'un placard. Donc elle ne m'enfermait pas dans le placard, pas d'inquiétude, mais c'était un placard dans lequel on mettait à manger. Et il y avait deux odeurs prégnantes dans ce placard, parce que je me souviens à chaque fois, elle me disait, mais qu'est-ce que tu fous encore avec la tête dans le placard? Parce que ma grand-mère, je l'ai fait chier quand même, hein. Je sais pas pourquoi, mais maman me disait tout le temps, mais qu'est-ce que t'as pu embêter ta grand-mère? Et je l'adorais, hein, donc je pense que je l'embêtais d'amour, on va dire. Et donc il y a un placard qui s'appelle l'Alacena, donc c'est quand vous avez des mots qui commencent par al, c'est toutes les origines mauresques, hein, c'est tout ce monde arabe qui a cohabité avec l'Espagne, c'est ce qu'on appelle les Maures, Maures. Et donc l'Alacena, c'est un placard qui est enfoncé dans un mur, dans des murs très épais. Et là-dedans, il y avait deux étagères et elle y gardait deux choses. Le tocino c'est du gras de bœuf qu'on fait, qui rancit avec l'âge et qui est enfermé dans des petits sacs en tissu. Ça, c'est un truc ultra précieux, c'est ce qui donne du goût au bouillon, c'est ce qui donne du goût à toute cette nourriture, on va dire, espagnole. Et il y avait le pain, un espèce de pain rond qui sentait extrêmement bon, et évidemment qu'on n'avait pas le droit de toucher. Je te parle de ça dans les années 76-77, ouais, j'avais 5-6 ans. Et j'avais toujours le nez là-dedans, et aujourd'hui, si je ferme les yeux et tu veux une odeur, c'est cette odeur-là, l'odeur de ce placard avec cette odeur de rance. On n'a pas la culture du rance, hein. En France, quand c'est rance, du beurre rance, on met à la poubelle. En Espagne, en Italie, en Grèce, on a la culture du rance. Le rance fait partie, c'est une senteur qui fait partie de la cuisine. Le rance et le pain, et ma grand-mère qui arrive, tu vois, encore là derrière, j'ai juste le temps de renifler encore un tout petit peu dans le placard, parce que je pense elle va me mettre une petite fessée en me disant, qu'est-ce que tu fais encore, Jésus, dans ce placard? Tu vois, ce serait ça la senteur. Jésus Hurtado, en version off. Et qu'est-ce qu'elle chantonne, ta grand-mère? Qu'est-ce qu'elle écoute? C'est pas ma grand-mère qui écoute ou qui chantonne, c'était une femme assez stricte. Ma grand-mère, elle psalmodiait. En Espagne, on dit rezar. Rezar, ça veut dire prier. Elle avait tout le temps, en fait, si tu veux, comme si elle marmonnait, quoi. Elle récitait toujours ou des textes de l'église, ou des choses qui avaient attrait à la religion. Il faut savoir elle avait perdu son mari très très jeune. Je pense que ça l'avait vraiment marqué. Moi, j'ai pas connu mon grand-père paternel. Et donc, quand elle était assise, elle avait le chapelet. Et là, elle égrenait. Ça me foutait en rogne. Je me disais, mais qu'est-ce qu'elle fait avec son chapelet? Et ma mère me disait, mais laisse-la tranquille. Et elle psalmodiait. C'est un mot qui est assez compliqué à dire. Elle racontait toujours un truc. Et pareil, quand elle faisait à manger,
Je me souviens, elle avait une petite cuisine. Là, tu sais, c'est le village carte postale. À l'intérieur, dans un village, il y a la colline, il y a les oliviers tout autour, l'église en haut et le village blanc. Hein. Ça, c'est le village d'Andalousie. C'est vraiment un village. Ça s'appelle Palenciana. C'est un village ultra typique. Et donc, c'était une grande côte. On arrivait en haut, des maisons blanches. Et donc, tu rentres dans la maison et c'est des maisons où il y a quasiment pas de fenêtres. On se protège de la chaleur. Et là, dans la cour, il y avait une petite cuisine. Et quand j'étais petit, je disais à ma mère je disais, mais pourquoi la grand-mère c'est une sorcière? Alors on me disait, mais pourquoi tu dis ça? Alors en plus c'était sa belle-mère, tu vois, fallait faire attention. Je dis parce que elle est toujours en train de se frotter les mains. Je dis en plus des fois elle froisse des choses et elle jette ça dans ses casseroles et puis elle murmure des trucs. Alors moi je me disais mais elle est en train de préparer des potions magiques, tu vois. Alors tu décodes ça plus tard quand t'es grand. En fait oui, elle froissait des trucs, c'était du laurier. Parce que je raconte souvent à la radio hein, qu'il faut froisser les herbes ou le laurier avant de le jeter dans la casserole. Pourquoi? Parce que tu fais sortir les arômes qui sont à l'intérieur. Et en fait, elle susurrait parce qu'elle était toujours en train de raconter. Après, non, j'ai une jolie chanson qui est celle que ma maman me chantait quand j'étais petit, qui s'appelait Caperucita Roja. C'est le petit chaperon rouge, et qui racontait l'histoire du petit... Alors, je pourrais plus te la chanter parce que je m'en souviens absolument pas, ni de l'air, mais je sais que quand j'avais peur ou quand il y avait quelque chose, elle me chantait le petit chaperon rouge. Ah, ça, c'était... Enfin, tu vois, c'est un beau souvenir. Merci Jésus Hurtado. Merci Isabelle Wagner. À très vite. Dis donc J'aurais presque pu me mettre à pleurer, là, tu vois. Ah, Hop. je vois. Abonnez-vous au podcast, partagez les balades d'Isa. Le sage éléphant garde tout en mémoire. Il est tout près de vous. À bientôt.